Merci beaucoup. Je crois que les trois exposés étaient particulièrement intéressants. Et derrière une apparente diversité, je crois qu'il y a un fil commun important. Et le fil commun, c'est que quand on s'occupe de santé au travail, on est vraiment au point de rencontre entre quelque chose qui se vit au niveau de chaque individu. Donc ça, c'est la dimension micro. Des personnes tombent malades ou meurent. Et les rapports sociaux. Et donc la santé au travail, c'est un concentré de l'impact de l'ensemble de ces rapports sociaux sur le corps d'individus concrets que l'on rencontre. Et donc, du coup, on fait une sorte de travail de détective, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'il y a rarement une cause, un effet. Il y a en général une multitude de causes, de déterminants, et qui sont assez compliqués et qui se situent à des niveaux très différents. Et puis on va avoir une série d'effets. Et la série d'effets elle-même peut être très variable, évidemment, suivant les individus, suivant le parcours, suivant justement le fait que les gens ont été exposés tout au long de leur vie à de multiples expositions, et ça peut produire des effets très variables. Et donc, la vision traditionnelle qui a été défendue en santé au travail, qui est une vision monocausale dans laquelle on isole une cause, on a un effet déterminé, et alors, éventuellement, on accepte de faire de la prévention sur cette cause-là, c'est une vision qui est très inefficace. Et alors, hier, Michael Quinlan a rappelé la contribution de l'époque de la réforme à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et moi, je remonterai un peu plus loin en réagissant à ces trois exposés et à un travail qui est vraiment un des travaux majeurs dans la fondation même de la santé publique. À l'époque, on parlait de la médecine sociale, qui est le travail qui avait été fait par Virchow en Allemagne pendant la première moitié du 19e siècle, où il s'est posé la question de les causes d'une épidémie de typhus. Alors, son cadre d'analyse étiologique est complètement dépassé par rapport à ce que nous savons aujourd'hui sur le typhus. Par contre, son cadre d'analyse global, social et politique est resté tout à fait intact si on veut faire de la santé au travail. Et donc, disons, en dernière analyse, la cause de l'épidémie de typhus, c'est l'absence de liberté, c'est des rapports de servitude semi-féodale qui caractérisaient à l'époque les relations sociales dans cette région de la Silésie. Et donc, si on veut intervenir contre l'épidémie de typhus, il faut nécessairement remettre en cause un ensemble de déterminants au-delà de causes, je dirais, immédiates, relevant de l'hygiène ou d'autres facteurs médicaux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui reste vrai aujourd'hui et que chacune des trois intervenantes a montré à sa manière à travers des situations concrètes. Alors, en ce qui concerne les questions, il y a beaucoup de questions et je crois que voilà, la salle aura aussi beaucoup de questions à poser. Je crois que en ce qui concerne la première intervention, évidemment, la première question qui apparaît à partir de l'exposé très clair, justement, qui a été fait, c'est quel changement apporter dans un système d'assurance emploi qui a de tels effets pervers, puisque le système d'assurance emploi, finalement, condamne des travailleuses dont la santé commence à se détériorer. Ce système les condamne à détériorer encore plus leur état de santé pour pouvoir conserver leur statut du point de vue de l'assurance emploi. Et c'est quelque chose qui n'est pas, qui est loin d'être rare. Je veux dire, on va trouver ça dans quantité de situations où on voit qu'il y a des effets pervers de systèmes de protection sociale qui ont été mis en place et qui peuvent pousser les gens à ne pas se protéger. Donc ça serait ma question pour la première intervenante. Pour la deuxième intervenante, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est que Anne parle aussi de la dynamique de GISCOP en dehors de GISCOP même. C'est-à-dire comment ce projet a, entre guillemets, fait des petits. Et donc comment ça a créé une dynamique sociale, en tout cas en France et éventuellement dans d'autres pays d'Europe, où à partir des éléments qui ont été apportés par GISCOP, d'autres expériences ont pu être menées dans des conditions différentes, mais avec, je dirais, la même préoccupation de restituer la mémoire du travail.
Et alors, en ce qui concerne le dernier exposé, que j'ai aussi trouvé très intéressant et qui était tout à fait en ligne avec l'exposé qu'on a eu hier sur les travailleurs saisonniers, la question là que je voudrais poser, c'est que vous dites à un moment donné qu'il y a des contrôles qui sont menés par les autorités fédérales en ce qui concerne la criminalité, la sécurité publique, etc. Et vous ajoutez aussi en ce qui concerne la santé. Et justement, dans quelle mesure ces contrôles portent-ils éventuellement sur les atteintes à la santé causées par le travail? Autrement dit, dans quelle mesure ces contrôles servent en quelque sorte à établir une sélection parmi les travailleurs qui vont passer d'un statut temporaire à un statut permanent, de façon à mettre à la poubelle les travailleurs qui ont déjà été trop abîmés par le travail et dont on se débarrasse parce qu'ils ne sont plus utiles pour l'économie canadienne, et à conserver ceux qui sont en meilleur état et que le travail n'a pas ou n'a pas encore entièrement démoli. Non, tout de suite. Bien, c'est une excellente question. Si j'avais la réponse, Laurent, j'agirais, mais en fait, la question est complexe. Quel changement apporter dans un tel système d'assurance-emploi? Je crois que d'abord, en fait, c'est de mieux comprendre les interactions, oui, d'une perspective recherche, mais d'une perspective également qui implique les différents acteurs concernés. Je pense que c'est de mettre autour de la table, en fait, tous les différents acteurs, que ça soit, oui, au niveau du système d'assurance-emploi, des milieux également, et également au niveau des représentants système, au niveau de la gestion des pêches. Je pense que c'est de comprendre d'abord quelles sont les répercussions. Parce que il y a certains de ces acteurs, en fait, qui sont même pas conscients, qui sont même pas au courant de ces répercussions-là. Notamment, on l'a vécu au niveau du système des pêches. On a essayé d'asseoir certains pêcheurs pour leur présenter un peu l'étude et les conséquences que ça avait sur l'activité des travailleuses et des travailleurs. Et les pêcheurs nous regardaient avec des yeux très, très grands en nous disant, on voyait nos conjointes dans un état de santé, disons, très difficile, mais on pensait pas que c'était à ce point, et puis on savait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, je pense que c'est un peu aussi l'impuissance de ne pas savoir quoi faire. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'était de dire, bon, ben peut-être qu'on pourrait essayer une journée par semaine que les bateaux de pêche ne sortent pas, pour essayer d'alléger les conditions sur les travailleuses. Donc ça, les pêcheurs étaient très enclins à faire ça, mais faut remonter aussi au niveau des quotas, au niveau des politiques, tout ça. Donc, je pense qu'il y a, c'est peut-être ma naïveté ou ma jeunesse, mais je pense qu'il y a une certaine volonté. Je pense que d'abord, ça passe par la sensibilisation et d'asseoir tous les acteurs pour définir ensemble, bon bien, quelle est la situation et comment qu'on pourrait développer des actions à tous les niveaux. Oui, donc ça marche, ça marche Allô? Voilà. Ah, là, ça marche. Oui, donc le dispositif du GISCOP a une méthodologie qui est très originale, dans le sens où elle est partagée par peu de dispositifs en France, qui fait appel à plusieurs disciplines et qui permet vraiment d'analyser le travail dans tous ses aspects les plus précis et les plus surprenants. C'est-à-dire qu'on considère que chaque parcours de travail est un parcours singulier et qu'il y a plein de choses qui distinguent un travailleur occupé à un poste dans une entreprise d'un autre travailleur occupé à un autre poste dans l'entreprise. Donc il faut prendre au sérieux cette diversité. Et effectivement, cette méthodologie
méthodologie, elle a pu être un petit peu exportée dans d'autres dispositifs. Je vais pas les dire tous là, mais notamment parce que ça peut intéresser nos collègues qui s'intéressent aux marins et aux dockers et aux containers. Elle a pu être exportée dans un dispositif à la demande d'une association de dockers qui s'est constituée un peu en marge de l'organisation syndicale des dockers à Nantes et qui s'est constituée suite à la maladie, la survenue de cancer parmi eux. Donc eux-mêmes ont déjà réalisé une petite enquête épidémiologique entre guillemets à partir de questionnaires pour savoir pour pouvoir identifier parmi eux le nombre de malades, le type de maladie, etc. Et devant l'ampleur des maladies, ils ont pu mettre en place, en lien avec l'université, des chercheurs, des scientifiques, les autorités publiques régionales, ils ont pu mettre en place un dispositif qui s'inspire totalement de la méthodologie du GISCOP. C'est d'ailleurs un ancien collègue du GISCOP qui est venu travailler avec eux et qui a fait beaucoup d'entretiens avec eux pour reconstituer leur parcours professionnel. Alors là, c'est pas le même genre de parcours, mais c'est aussi d'avoir déchargé quoi, quand, combien de temps, où, à quelle époque, et à partir de ces carnets de dockers, pouvoir expertiser les expositions aux cancérogènes. Et à partir de là, un rapport est sorti qui établit vraiment année par année et matériau par matériau la rencontre possible avec des cancérogènes. Et ça leur permet, c'est un outil extrêmement important, donc qui résulte de la rencontre entre scientifiques et travailleurs. Ça leur permet aujourd'hui de se battre pour l'indemnisation des maladies. Ensuite, le GISCOP est appelé parfois à faire des expertises, à réaliser des expertises pour les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail en France. Donc en appliquant la même méthode, ça a été fait auprès d'agents de France Télécom, enfin Orange aujourd'hui, qui pareil étaient un peu surpris et inquiets de la survenue de cancers parmi leurs collègues ou leurs ex-collègues. Et ça a permis de rendre visibles des expositions qui étaient jusqu'alors invisibles, et notamment des expositions par l'intermédiaire de, bon, je sais pas comment on va traduire en anglais, mais de parafoudre, de parasurtenseurs, et des expositions au rayonnement ionisant. Il y a des demandes qui arrivent au GISCOP de plusieurs côtés, notamment de médecins qui veulent avoir en main ce fameux guide d'entretien, qui n'est pas un guide d'entretien, mais qui est un guide des activités, qui a été élaboré grâce au travail collectif des experts, et qui permet, par exemple, quand quelqu'un dit moi j'ai fait de la soudure, de pouvoir lui poser des questions encore plus précises, de lui demander est-ce que c'était de la soudure au fil fourré, à l'arc, électrique, etc. Enfin, tout un panel de choses qu'on ne connaît pas quand on ne connaît pas précisément le travail en industrie. Ensuite, le GISCOP, juste c'est pour finir, c'est que il est soumis aujourd'hui à des problèmes de financement, donc le financement des pouvoirs publics qui sont en réduction forte, la réduction, et qui menace un petit peu la pérennité de ce dispositif. Donc on s'organise un petit peu pour le rendre, enfin pour faciliter sa pérennité. Et l'enjeu, c'est vraiment que le GISCOP existe ailleurs, on est en dehors du GISCOP, et que en gros on se donne les moyens d'interroger la responsabilité du travail dans la survenue des cancers et d'identifier les expositions cancérogènes. Donc Annie avait parlé ces jours derniers des registres du cancer qui ne tiennent pas compte des expositions et du travail réalisé dans un parcours. Et donc il faudrait réussir à convaincre les pouvoirs publics de se donner les moyens de créer des cellules de reconstitution des parcours professionnels qui ne soient pas des reconstitutions faites à partir de matrices emploi-exposition ou de questionnaires tout faits ou de questionnaires qui interrogent les gens sur les expositions alors qu'eux-mêmes les connaissent pas. Voilà.
Merci beaucoup pour votre question. En fait, ça ferait un très beau sujet de recherche parce que je suis en train de penser à ça. En fait, si vous voulez, voilà ce qui se passe. Au niveau du fédéral, donc effectivement, on fait des contrôles en termes de santé. Donc toute personne qui veut demander la résidence permanente passe par un contrôle. Il va y avoir des scans au niveau des poumons, par exemple. Et donc, évidemment, ce qui se passe aussi, c'est que la personne qui fait la demande de résidence permanente a l'obligation de déclarer toute maladie grave. D'accord ? Donc, et une fois que la personne a déclaré sa maladie grave ou qu'on lui a décelé une maladie grave, par exemple par un scan du poumon, un cancer, là, cette personne-là, c'est pas du tout gagné qu'elle obtienne la résidence permanente. Et pourquoi ? Parce qu'en droit de l'immigration, il y a la notion de fardeau excessif. Alors, si vous êtes un fardeau excessif en termes de soins de santé pour la société canadienne, votre demande d'immigration va être refusée. Et ça va sur des cas de maladies graves tels que le cancer, comme des cas de surdité. Il y a eu des cas en droit de l'immigration où des parents avaient une petite fille, une fillette sourde, qui avait une surdité assez aiguë. Et ces gens-là n'ont pas pu obtenir la résidence permanente parce qu'on considérait que la surdité et les soins qui étaient liés à la surdité pour cette petite fille-là allaient être un fardeau excessif en termes de soins de santé. La jurisprudence a changé récemment. On parle de soins de santé, on fait la distinction entre soins de santé et services sociaux. Et en gros, là, ce qui se passe, c'est que si vous avez de l'argent et que vous pouvez prouver que financièrement, vous ne serez pas un fardeau pour les services sociaux de la société canadienne, là, vous pouvez peut-être éventuellement obtenir la résidence permanente pour vous ou votre enfant, mais pas en termes de soins de santé, même si vous êtes très riche et que vous êtes un entrepreneur, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'au Canada, on a le principe de soins de santé universels. Et donc, même si vous êtes très riche et que vous immigrez et que vous allez créer 35 emplois, le fait que vous coûtiez très cher en termes de soins de santé est considéré comme un fardeau excessif. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au Canada, on a 3 moyens d'immigrer, enfin 3 moyens. Et là, ces gens-là, en fait, la résidence permanente pour les travailleurs migrants, c'est de l'immigration économique. Et l'immigration économique n'est pas vue au Canada comme de l'immigration, comme de l'immigration humanitaire, d'accord ? Vous avez une autre classe qui est la classe des réfugiés. Et là, évidemment, pour les réfugiés, les conditions sont pas les mêmes. On considère que des gens qui ont des problèmes de santé et qui demandent le statut de réfugié, c'est acceptable. Mais ça crée, en fait, ça crée quand même énormément de drames. Et en fait, cette idée de fardeau excessif, elle est quand même évaluée d'une manière très restrictive par les agents d'immigration canadiens. Et selon moi, c'est aussi une question sur le plus long terme qui est, est-ce que finalement, comme société d'accueil, on veut que des gens parfaitement en santé, est-ce que c'est le reflet de notre société d'accueil ? Enfin, voilà. Après, il y a une question qui se pose, qui est une question plus éthique. Est-ce que finalement, est-ce que c'est normal, dans une société plurielle comme la nôtre, de ne vouloir que la crème des crèmes pour les travailleurs ? Et où je vous rejoins tout à fait, c'est que ce serait très intéressant de voir ce qui est en train de se passer avec ces gens-là qui finalement ont développé peut-être des maladies reliées au travail, mais là encore faudrait-il le prouver, au cours des 4 ou 5 dernières années. Alors quand même, ce qui se passe aussi, juste pour faire le lien avec la question des travailleurs agricoles saisonniers, malheureusement en fait, et je m'excuse de ne pas l'avoir précisé, mon étude n'incluait pas les travailleurs agricoles saisonniers, les travailleurs temporaires, parce que c'est la seule catégorie vraiment au Canada qui n'a pas le droit d'accéder à la résidence permanente. Les conditions sont très très claires. Après 8 mois, ils doivent retourner chez eux. Mais par contre, tous les gens qui sont dans l'emballage de la viande, tous les gens qui sont dans les industries, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Et si ces gens-là se font refuser la résidence permanente pour des raisons de santé et qu'on arrive à prouver qu'elles sont reliées au travail, ce sera un formidable sujet de recherche. Voilà. Je propose donc maintenant d'écouter les réactions et les questions de la salle. Oui, bonjour, ici. Daniel Vergara, Direction de santé publique de Montréal. En fait, juste pour vous expliquer, les directeurs de santé publique au Québec, les directions régionales, ils ont la responsabilité de mettre en place des programmes de santé. C'est une responsabilité qui est donnée au directeur par la CSST. Et dans ces programmes de santé vers les établissements, on a présence dans 20% à peu près d'établissements des secteurs jugés prioritaires. Et je vous explique ça parce que on a un accès quand même privilégié au milieu de travail. D'où viennent mes questions pour Marie-Ève notamment et pour Anne. Une des responsabilités des directeurs de santé publique, c'est la surveillance de l'état de santé des travailleurs. Puis,
Mes questions portent dans ces sujets. Je suis démographe et c'est les choses qui m'intéressent. Donc, premièrement, pour plusieurs questions très précises pour Marie-Ève. Premièrement, si je comprends bien, c'est la direction santé publique, l'équipe de santé au travail qui vous a fait la demande. Comment que vous avez eu accès à l'entreprise? J'imagine que c'est par le biais d'un programme de santé, mais comment c'était l'accueil de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise était, j'imagine, proactive pour vous accueillir? Déjà, ils voyaient, j'imagine, un problème, puis s'inquiétaient. Puis, est-ce que la demande venait de l'équipe de santé au travail ou de l'usine? Donc, c'est ça ma question plus précise. Est-ce que vous voyez une possibilité de surveillance de l'exposition, qui est une grande dette que le réseau de santé publique en santé au travail a envers les travailleurs, c'est de faire une surveillance pertinente de l'exposition, autant, et ça touche aussi les cancers professionnels et d'autres problématiques de santé. Comment est-ce que les ergonomes, et je pose la question à d'autres personnes comme Karen, là, peuvent aider les réseaux de santé au travail pour mettre en place des stratégies de surveillance qui, encourageraient la prise en charge de l'entreprise du côté de la prévention, mais aussi il y aurait une sorte de traçabilité de l'exposition qui pourrait améliorer la reconnaissance lors d'une déclaration pour une tour musculo-squelettique ou pour un cancer professionnel, d'autant plus parce que c'est encore à plus long terme qu'un TMS. Bon, donc voilà, ça c'est la question pour Marie-Ève surtout. Et je me demande aussi pour Anne, est-ce que votre projet à Saint-Saint-Denis, je l'ai un peu lu à un moment donné, il y a quelques années, puis j'étais impressionné de la quantité de données que vous avez à cette région de la France, mais encore la question se pose, là, je vois que c'est pas si simple non plus de faire reconnaître un cancer professionnel. Est-ce qu'il peut y avoir encore des stratégies de traçabilité, de surveillance au milieu de travail pour même chose pour encourager la prévention et pour quelques années plus tard, si un cancer survient, qu'il n'y ait pas de doute sur l'exposition. Puis là, à ce moment, je pense, de mon côté santé publique, où on a une responsabilité de surveillance qu'on remplit plutôt mal, je dirais, parce qu'on ne peut pas prouver ça alors qu'on a 30 années de données d'échantillonnage, à peu près 1 million d'échantillonnages d'hygiène du travail depuis les années 80 au Québec. Je sais qu'on est l'une des juridictions au monde qui a les plus d'échantillonnages d'hygiène du travail, mais qui sont dans des rapports papier, puis on ne peut pas les traiter, quoi. Donc, c'est ça. C'est une question un peu vague là-dessus, mais je me demande, qu'est-ce que vous avez fait en France, les GISCOP? Est-ce qu'il y a des stratégies de surveillance et de traçabilité? Puis Marie-Ève, Delphine, pardon, elle a répondu à ma question sur les agricoles, donc je m'arrête là. Donc on va prendre plusieurs interventions de la salle. Je ne sais pas qui. Oui. Pierre Brabant, finissant à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa. En fait, mes commentaires, c'est pour Madame Nakache, parce que ce que vous racontiez, c'est à peu près l'histoire de ma conjointe qui est entrée au pays par un permis de travail en 2001 et finalement a reçu sa résidence permanente en 2005, devenue citoyenne canadienne en 2007. Vous parliez tout à l'heure des bons employeurs, des mauvais employeurs. Effectivement, c'est assez particulier quand on est lié par un permis de travail et qu'un employeur, et même sans le vouloir, bon, l'histoire de ma conjointe, elle le voulait,
cette personne-là ne peut pas vraiment revendiquer de droit, n'a pas vraiment de droit, ce qui fait que l'employeur peut mettre n'importe quelle pression, n'importe quelle exigence. On pourrait lui expliquer tous les recours qui sont possibles en termes de santé et sécurité au travail ou en termes de droit du travail. Mais bon, comme elle avait si bien dit sa patronne, moi, je peux te retourner au pays quand je veux. Alors, je me demandais, est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à ça en droit du travail ou en droit de la santé et sécurité au travail pour protéger quelque peu là, les travailleurs immigrants? Est-ce que je pose ma question ou oui? OK. Mais d'abord, pour répondre un peu à Daniel, en tant qu'ergonome, je pense que Marie-Ève sait très bien, parce qu'elle a écouté les mêmes personnes que moi, que quand Georges Toulouse de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail a fait le bilan de toutes ces interventions au niveau de la transformation de la volaille, puis il a dit, si on se limite à une étude ergonomique, ce qui se passe, c'est qu'on améliore le poste de travail et là, l'employeur accélère la cadence et on se trouve avec une production accrue et exactement le même niveau de maladie du travail. Donc, c'est sûr que Marie-Ève a très bien fait pour identifier les déterminants un peu plus loin, un peu plus au niveau des politiques. Et justement, ma question pour Marie-Ève, c'est que j'ai entendu, et je ne sais pas si c'était de Barbara Nice, de toi, ou des gens qui étudient la pêche en Gaspésie, mais il me semble qu'il y a une règle dans ces communautés-là qui dit que c'est très mal vu de travailler plus que le nombre de semaines qui est requis pour l'assurance emploi. Et donc, les communautés s'organisent. Et en ce moment-là, et dans l'esprit de la question posée par Daniel Vergara, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser cette organisation collective informelle pour exiger des changements à l'assurance emploi avec peut-être le concours, justement, des autorités de santé publique? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'organiser un peu ensemble, les chercheurs, la santé publique et les communautés locales? Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième, c'est pour Mme Marchand, et c'est, est-ce qu'on peut pas, et je fais appel aux jeunes dans la salle qui sont à peu près tout le monde est plus jeune que moi, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une étude de l'utilisation de la fumée du tabagisme comme outil de soutien de la santé au travail? Parce que les seules personnes dans le système de santé et dans le système de vente au détail qui ont droit à des pauses, c'est les fumeurs. Donc, c'est un outil de santé, c'est évident. Il y a l'exemple que vous donnez et il y en a plein d'autres que je pourrais vous raconter. Donc, je pense que ça prend ça pour que les gens du public comprennent que le tabac, c'est pas la réponse. La réponse au cancer professionnel, c'est pas de dire que tout est dû au tabac. Voilà. Je propose de donner la parole aux membres du panel parce qu'on on a pris un peu de retard. De toute façon, il y a moyen pendant la pause de leur poser des questions directement. Et donc, je vous demande d'apporter une réponse, si possible, synthétique. Et ensuite, on prendra notre pause. On fait dans l'ordre. Oui, on fait dans l'ordre. Bon, je vais essayer d'être brève dans mes réponses. Pour la première question, en fait, qui demandait, comment j'ai eu accès aux entreprises. En fait, d'abord, ça résultait d'une demande de la santé publique. Plus particulièrement d'un médecin très préoccupé par la question et qui l'était également pour l'asthme professionnel. Donc, lui avait déjà des contacts avec
toutes les entreprises de la région de la Côte-Nord au Québec. Donc, ce qu'on a fait, c'est que lui et moi, on est partis ensemble et on a fait le tour de chacune des usines pour leur présenter, en fait, pour présenter à la direction de l'entreprise mon projet, ce que je proposais, l'approche également que je proposais, qui était une approche paritaire, donc impliquer l'employeur, impliquer les travailleurs, etc. Et on m'avait dit, tu vas voir, c'est pas évident, c'est un milieu qui est très fermé, donc sois pas découragé. Et à ma grande surprise, toutes les entreprises ont accepté. La direction a accepté. Donc, ça m'a posé un autre problème parce que c'était d'en cibler une. Et pour diverses raisons, en fait, j'ai ciblé une entreprise. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on a entré dans les milieux. Et ça également, ça m'assurait que j'avais la participation de la direction pour mettre en place des recommandations. Au niveau de la seconde question qui était jumelée également à la question de Karen, au niveau possibilité de surveillance, comment les ergonomes peuvent aider pour favoriser la prise en charge. En fait, moi j'ai établi un partenariat avec la santé publique de la Côte-Nord dans le cadre du projet. En fait, l'infirmière en santé au travail. Dans cette équipe Côte-Nord, il n'y a pas d'ergonome. À Montréal, il y a maintenant des ergonomes. Donc, dans cette équipe-là, il n'y avait pas d'ergonome. Et l'infirmière me disait, Marie-Ève, je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir. Donc, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'ai mis en place un comité, disons une démarche qui est très propre à l'ergonomie et également à d'autres disciplines, mais on a mis en place un comité de suivi qui était composé notamment de travailleurs et de la direction également et d'autres acteurs. Et également, on a impliqué certains intervenants de la santé publique pour, en fait, favoriser un transfert des connaissances parce que quand je quittais, on voulait également que les actions se poursuivent. Donc, en fait, l'infirmière a été impliquée et également... moi, quand j'ai terminé mon projet, la santé publique de la Côte-Nord ont décidé d'embaucher un ergonome au sein de leur équipe. Donc, il y a maintenant un ergonome au sein des équipes de la santé publique Côte-Nord. Et même, moi, je poursuis mon partenariat avec les équipes de la santé publique Côte-Nord pour différentes questions, différents projets. On a notamment, vous parliez au niveau de pour encourager la surveillance, mais on est en train de développer un questionnaire qui va être intégré aux pratiques de l'ergonome, entre autres de la santé publique Côte-Nord. Et également, il y a un partenariat qui se développe aussi en Estrie, qui est un peu le reflet, mais pas dans les usines là, de crabe, mais à un autre niveau. Donc, plus largement au niveau de la santé publique. Maintenant, pour répondre à Karen, au niveau, très mal vu de travailler plus que le nombre d'heures requises. Effectivement, je sais pas si c'est moi qui t'en avais parlé, mais en fait, ce qui arrive dans les milieux, c'est que au-delà de l'ancienneté, c'est d'abord en fait ce qui va arriver, c'est que les travailleuses, on s'assure que tous les travailleurs et les travailleuses atteignent leur nombre d'heures. Par la suite, s'il y a encore de la production, là, on va y aller par ordre d'ancienneté pour cumuler plus d'heures pour celles qui sont plus anciennes, etc. Mais c'est le collectif en tant que tel, les travailleuses qui vont dire, et les travailleurs qui vont dire, là, on arrête, on a nos heures, on a le nombre minimal, on arrête, on laisse la place aux autres pour qu'ils atteignent leurs heures également. Donc, et oui, pour l'organisation collective informelle, chercheurs, communauté et santé publique, je crois qu'on est déjà dans cette lancée-là pour favoriser ça, mais il faut également sensibiliser d'autres acteurs qui sont en dehors de ce cercle-là, que ça soit Pêche et Océan Canada ou au niveau assurance emploi, etc. Donc, également.
On soit bref pour ne pas accumuler le retard et permettre. Voilà. Oui, ok. Donc très brièvement, oui, il y a vraiment, c'est possible, hein, tout à fait. Si les besoins finalement de travail temporaire sont de répondre à des besoins sectoriels ou des besoins donc spécifiques d'une industrie ou d'une région, faisons un permis de travail qui est pas lié à un seul employeur, mais qui éventuellement s'étend à un ensemble, à un secteur par exemple, ou à une région au moins. Mais ne limitons pas le permis de travail à un seul employeur. Et ensuite, on peut en discuter évidemment pendant la pause, mais il y a aussi tout à fait, je veux dire, la question se pose, est-ce que les employeurs sont vraiment les plus à même de déterminer quels sont les besoins en immigration du Canada par la suite? C'est des visions à très court terme, hein, qui sont basées sur les besoins des employeurs. Et de plus en plus, on remet en question ces visions-là. Est-ce que c'est normal qu'ils aient autant de pouvoir dans les mains? Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'employeurs qui nous ont dit, nous, on n'est pas à l'aise avec ça. Hein. Alors très vite, sur le tabac, il y a quelque chose d'assez épuisant, effectivement, de vouloir toujours distinguer l'origine du cancer et d'opposer tabac et travail, au lieu de réunir tabac et travail, et de dire aussi que le tabac est de l'ordre du comportement individuel et de ne pas l'intégrer dans quelque chose de plus collectif. Le cancer, il ne peut pas s'appréhender comme un effet, une cause, et tous les travaux sur la cancérogène montrent qu'on ne peut pas isoler une cause sur une autre. Et pourtant, dans les facteurs de refus de reconnaissance des cancers professionnels, arrive très souvent l'argument du facteur extra-professionnel que serait le tabac. Et alors, juste faire un lien vers le tabagisme passif, puisque j'ai pas fait d'approche un peu femme dans ma présentation. Justement, on se rend compte que les femmes dans l'enquête sont exposées, mais sont aussi exposées à des expositions plus difficilement identifiables et plus difficilement reconnaissables, et notamment le tabagisme passif, pour avoir servi dans des restaurants ou avoir travaillé dans des bureaux avant l'interdiction du tabac. Et sur le tabagisme passif, on fait l'impasse totale comme un facteur de risque professionnel. Et très vite sur les agents de la prévention, donc chez nous c'est les ingénieurs de prévention, je vais pas dire les sigles, ça sert à rien, mais les ingénieurs de prévention qui sont sollicités. Donc moi c'est pas, mon terrain d'étude c'est vraiment à partir du bas et des démarches des personnes dans l'accès à la réparation, mais je fais des entretiens avec ces différents acteurs qui sont concernés par la réparation. Et ce qui s'observe en France, c'est qu'il y a un décalage énorme entre le cadre de droit de prévention qui pourrait permettre plein de choses et les moyens d'assurer, des moyens d'appliquer ce droit. Donc il y a quand même sur tous ces organismes-là le New Management public qui s'applique maintenant, et donc le droit peut pas se mettre en œuvre par asphyxie de moyens total. Et puis ensuite, je disais dans ma présentation, c'est le taux de sinistralité des entreprises qui va orienter les actions, et donc on est sur quelque chose qui se mord la queue, puisque quand on reconnaît que 2000 cancers d'origine professionnelle et qui concernent des entreprises qui ont déjà fermé, il n'y a plus la prévention qui va se mettre en place là. Sur la traçabilité, tout bêtement, par exemple, il y a dans la loi, les dossiers médicaux doivent être conservés 50 ans. Moi, j'ai cherché à accéder à des dossiers médicaux parce que ça pouvait être la preuve du travail, et on m'a répondu tout bêtement, oui, mais la loi, c'est la loi, mais nous, on n'a pas les moyens d'entreposer les dossiers, donc on les supprime. Et les inspecteurs du travail, on leur demande aussi de livrer leurs archives, mais il n'y a pas de stratégie de versement des archives. Donc c'est quelque chose de très hétérogène, et on ne sait pas exactement ce qui se détruit entre la production d'archives et le versement aux archives. Et puis de façon plus prosaïque, tous ces acteurs-là, ils sont aussi saisis dans la tension forte entre la préservation de l'emploi avant tout, sans parler même que la question des cancérogènes est quelque chose qui exige des formations particulières auxquelles ils n'accèdent pas. Et je voulais juste terminer, parce qu'on me demande d'être très rapide, que aujourd'hui en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a l'état d'urgence, et cet état d'urgence, c'est déjà un prétexte pour commencer à limiter les possibilités de mobilisation et d'interpellation sur les risques au travail, et on le rencontre déjà dans plusieurs entreprises. Ça nous inquiète aussi assez. À quelle heure on reprend ? Donc on reprend à 11h10. Merci.